Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au syndrome pyramidal, un syndrome moteur il est extrêmement important de bien connaître pour plusieurs raisons. Euh, le choix que je fais, c'est de ne pas commencer par la physiologie du mouvement. C'est un peu surprenant peut-être de commencer par la pathologie, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, la connaissance de la médecine, de la neurologie, est d'abord passée par la pathologie. On a commencé à remarquer les syndromes et c'est comme ça qu'on a remonté le fil et qu'on a fini par avoir avec toutes les techniques modernes d'investigation scientifique des idées un peu plus claires sur ce que c'est que le mouvement et puis même pour toutes les autres systèmes du corps humain. Alors c'est le choix donc de commencer par la pathologie. Le syndrome pyramidal, vous en avez déjà entendu parler, on va le décrire un petit peu plus avant. Je suis désolé par ailleurs pour le son qui ne devrait sortir que par l'oreille gauche chez vous, comme chez moi d'ailleurs. Je ne suis pas le youtubeur du siècle, hein, comme vous pouvez vous en rendre compte, mais bon, a priori vous aurez toutes les informations. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Aujourd'hui c'est en mono à gauche. C'est comme ça, voilà. Il faut avoir un peu de plasticité cérébrale et ne pas s'énerver sur ses enceintes. Bon, allez, commençons avec la description très courte, parce qu'il faut quand même savoir un petit peu de quoi on parle, des voies motrices, de la voie pyramidale. Alors, vous connaissez cette R4 de Brodmann, le cortex moteur primaire. Cette zone du cerveau qui a été décrite également par l'homonculus de Penfield, où se situent les noyaux du premier motoneurone. Donc le premier motoneurone est le premier d'une chaîne de deux qui aboutit in fine au muscle pour réaliser un mouvement. Donc là sur le schéma de gauche, vous voyez bien cette représentation des deux motoneurones. Donc, dans le cerveau, au niveau de l'R4, on voit le premier, il y a un 1. Si vous le suivez, il descend. Il va jusque en 3, où il fait une synapse avec un deuxième motoneurone qui part de la moelle épinière jusqu'au muscle et qui est noté 4 sur ce schéma. Alors, quand je parle de premier motoneurone et de deuxième motoneurone, c'est un lien, enfin c'est une description qui est pratique, mais évidemment qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre que le premier c'est le premier de toute la vie. C'est dans cette chaîne pyramidale, c'est le neurone qui va envoyer l'information en numéro un vers la périphérie. Donc vous voyez sur le schéma de droite que le premier neurone, il y en a plein. Le premier motoneurone est une façon de décrire un seul neurone, mais il y en a plein d'autres. Dans chaque zone de l'R4 de Brodmann sort un motoneurone qui va s'organiser en faisceau, à la manière de plusieurs fils dans un câble, hein, de plusieurs neurones qui vont s'organiser pour aller ensuite vers leurs endroits respectifs dans la moelle, faire une synapse et aller vers le muscle. Bon, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre de manière extrêmement précise. C'est très simple, mais si vous ne l'avez pas encore bien intégré, il faut que vous ayez les idées plus claires là-dessus. Donc allez voir ailleurs, Wikipédia peut-être, ou autre, hein. Il y a plein d'endroits où on explique bien ça. Mais l'enchaînement motoneurone 1, motoneurone 2 doit être parfaitement bien connu pour comprendre ce que c'est que le syndrome pyramidal. Pourquoi? Parce que le syndrome pyramidal, c'est l'atteinte, enfin c'est des symptômes qui sortent
qui résultent de l'atteinte du premier motoneurone et uniquement du premier motoneurone. Puisque le syndrome pyramidal est un syndrome central, du système nerveux central, et pas du système nerveux périphérique. Et là, bon, on avait déjà vu ça dans une autre vidéo, mais le système nerveux central s'arrête dans la moelle épinière. Tout ce qui est sorti de la moelle épinière est du système nerveux périphérique. Donc là, vous voyez que ce deuxième motoneurone sort de la moelle épinière et donc fait partie du système nerveux périphérique. Donc son atteinte ne va pas donner de syndrome pyramidal. C'est bien l'atteinte du premier motoneurone. Et c'est l'atteinte du premier motoneurone à n'importe quel endroit dans le système nerveux central. Ça peut être au niveau de l'R4 ici, enfin, toute cette zone de cortex cérébral. Ça peut être, une fois qu'il est constitué en faisceau, tout le long de son trajet. Ça peut être aussi au niveau de la moelle épinière, puisque ici, là par exemple, sur le schéma de gauche, on peut avoir une atteinte, pour une raison X ou Y, qui provoque un syndrome pyramidal. Alors, une première diapositive pour décrire de manière générale ce que c'est que ce syndrome pyramidal. Et ça reprend exactement ce que je viens de vous raconter, donc c'est plutôt pour ancrer les idées. L'ensemble des symptômes et des signes résultant de l'atteinte à quelque niveau que ce soit de la voie cortico-spinale, support de la commande motrice volontaire. Bon, j'espère que cette phrase n'a plus aucun mystère pour vous. Alors peut-être le cortico-spinal. Cortico-spinal, c'est la voie qui part du cortex et qui va dans la moelle épinière, tout simplement. C'est une description pratique pour parler de ce premier motoneurone. La commande motrice volontaire, vous avez bien compris, elle prend naissance, enfin la voie finale prend naissance dans le cortex moteur primaire. Atteinte du système nerveux central et pas périphérique, très important. Et puis, pour commencer à décrire les symptômes, on associe à la fois des signes déficitaires et des signes de spasticité. Donc en gros, on va avoir une paralysie d'un côté et une spasticité de l'autre. Alors attention, quand je dis un côté et l'autre, c'est une figure de style. C'est pas une paralysie à droite et une spasticité à gauche. C'est tout du même côté, évidemment. Mais d'une part, on va avoir une paralysie et d'autre part, on va avoir une spasticité. Pourquoi cette spasticité? On va en discuter un petit peu plus tard, mais comme je vous en avais un petit peu parlé dans le syndrome frontal, lorsque on détruit des structures supérieures, on désinhibe l'action des structures inférieures. Typiquement dans le syndrome frontal, lorsque on abîmait ou que Phineas Gage avait abîmé la partie préfrontale de son lobe frontal, il avait désinhibé des réflexes primordiaux, on va dire primitifs. Probablement qu'il graspait, probablement qu'il avait un réflexe palmo-mentonnier. Enfin, vous voyez, on a cette notion à chaque fois, en tout cas souvent, que détruire une région du cerveau désinhibe une région inférieure du cerveau ou de la moelle épinière. Et en l'occurrence, lorsque là on abîme la voie pyramidale à quelque niveau que ce soit, on libère des réflexes qui sont plutôt des réflexes médulaires. On verra ça un petit peu plus tard, le pourquoi, vous allez bien comprendre, enfin je l'espère. Ces deux composantes du syndrome pyramidal, la composante déficitaire et la composante spastique, peuvent soit être concomitantes, synchrones, soit être un petit peu décalées dans le temps. C'est-à-dire que lorsqu'on a une atteinte brutale, typiquement un AVC, un traumatisme crânien, un saignement, je ne sais quoi. Lorsqu'on a cette atteinte brutale, on va avoir d'abord des symptômes déficitaires. Et puis petit à petit, alors petit à petit c'est sur plusieurs jours ou voire semaines, mais on n'est pas sur des années. Et petit à petit, les réflexes vont se libérer. La fonction inhibitrice est perdue
un petit peu plus tardivement par rapport à la fonction motrice. En revanche, lorsqu'on a une atteinte lentement progressive, et quand on parle de lentement progressif, en médecine on parle souvent de tumeur. Donc imaginons une tumeur qui pousse quelque part sur la voie pyramidale. Dans ce cas-là, on a une atteinte synchrone entre les symptômes déficitaires et les symptômes de spasticité. Dans le cas où c'est décalé, on a d'abord une paralysie flasque, c'est-à-dire qu'on est vraiment flasque, complètement hypotonique. Et dans un second temps arrive la spasticité. C'était bien ce que je vous racontais. Encore dans les généralités, mais c'est important de le dire. Vous avez vu sur le premier schéma qu'à un moment ou un autre, enfin un moment précis d'ailleurs, il y a une décussation, c'est-à-dire que les fibres pyramidales, enfin le premier motoneurone, croise la ligne médiane, la ligne médiane pour passer de l'autre côté, dans la moelle épinière, au niveau du bulbe. Cette, enfin, on appelle ça, le fait de passer la ligne médiane, de croiser sur la ligne médiane, une décussation. Ça se trouve au niveau du bulbe, de la moelle allongée, et ça a pour conséquence que lorsqu'on a une lésion qui se situe au-dessus de cette décussation, on va avoir un déficit qui va être contralatéral à l'endroit lésé. Euh, Typiquement, une atteinte dans le cerveau droit va donner une paralysie à gauche, et vice-versa. En revanche, lorsqu'on est en dessous de cette décussation, il n'y a pas de mystère. Lorsqu'on a une atteinte du côté gauche, de la moelle épinière par exemple, on va avoir une atteinte du côté gauche sur les symptômes. Bon, ça, j'espère que c'est clair, c'est facile. Il y a ce croisement qui se trouve au niveau du bulbe. Alors pourquoi pyramidal? Alors effectivement, je voulais aussi parler de ça parce que j'aime bien qu'on comprenne les termes aussi. Ça peut paraître idiot, mais c'est toujours mieux de savoir de quoi on parle. Alors, le syndrome pyramidal est dû justement à cette décussation. Les anciens, quand ils avaient commencé à décrire l'anatomie du système nerveux en dissection, ils s'étaient rendus compte que à l'endroit où décussent ces fibres-là, sur le tronc cérébral, il y avait une formation un petit peu en forme de pyramide, exactement à cet endroit-là. Et c'est de là, tout simplement, d'où vient le nom pyramidal, de la forme tridimensionnelle que prend la décussation au niveau du tronc cérébral. Donc pas de mystère là-dessus, il n'y a pas d'histoire égyptienne là-dedans, quoique, puisque ça reste quand même une pyramide. Mais ça n'a rien à voir avec une description par des anciens médecins ou scientifiques ou je ne sais quoi égyptiens. Cette décussation qui forme les petites pyramides sur la face antérieure du tronc cérébral est déjà connue depuis l'Antiquité. Alors, non pas que Hippocrate avait trouvé qu'il y avait des fibres qui partaient du cerveau droit qui décussaient au niveau des pyramides pour aller un petit peu plus bas, mais qu'il avait remarqué qu'une blessure du côté gauche du crâne, du cerveau, provoquait des symptômes à droite. Notamment, il s'était beaucoup intéressé à l'épilepsie et il s'était donc rendu compte que ces lésions cérébrales gauches provoquaient des crises d'épilepsie partielles de la partie droite du corps. Donc ce côté contralatéral est connu depuis au moins Hippocrate. Alors beaucoup plus proche de nous, Ramon y Cajal, qui lui propose une explication adaptative à cette décussation. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer en quelques diapositives. Il faut comprendre que dans la phylogénie, on a beaucoup lutté pour notre survie par la fuite.
Quand je dis nous, c'est les êtres humains à la fin, évidemment, mais c'est aussi les mammifères. Et c'est d'ailleurs souvent à eux que je vais faire référence. C'est assez simple à comprendre, mais il faut quand même le visualiser. L'idée, c'est que lorsque on a quelque chose qui nous attaque sur notre droite, ben, il vaut mieux partir à gauche. On ne va pas se jeter dans la gueule du loup. Ou lorsqu'on est une grenouille, j'en conviens, c'est pas un mammifère, on va pas aller se jeter dans la gueule du je ne sais quoi, de ce qui va essayer de l'attraper dans le marécage. Peut-être le serpent. Euh, le réflexe de fuite euh, serait plus rapide si l'information visuelle parvenait aux structures nerveuses qui commandent les muscles de la fuite. Effectivement, euh, il y a chez la plupart, enfin chez beaucoup d'animaux, cette information visuelle qui déclenche la fuite. Alors c'est pas le cas chez d'autres, hein. Il y a des insectes comme le cafard par exemple, qui lui réagit essentiellement à la pression de l'air. C'est-à-dire que les prédateurs du cafard sont souvent rapides, enfin arrivent lentement près de la bestiole et ensuite sont rapides sur la dernière partie, peut-être en lançant leur langue ou quelque chose comme ça, et provoquent un mouvement d'air. Et c'est ce mouvement d'air qui va déclencher la fuite du cafard. Bon, vous pouvez faire ça à l'expérience chez vous. Vous mettez pas loin d'un cafard et puis vous essayez d'approcher votre main un petit peu rapidement ou alors peut-être pas la main parce que ça provoque un mouvement d'air, mais un truc qui fait pas un stylo par exemple qui fait pas beaucoup de mouvement d'air vers la bestiole, et vous verrez qu'il va pas beaucoup bouger, mais soufflez dessus et vous allez voir qu'il va vraiment partir très rapidement. Bon, là, on s'écarte un petit peu du sujet. Le réflexe de fuite et l'information visuelle reste quand même un grand classique dans l'histoire de l'évolution. Et effectivement, pour que la fuite soit efficace, il faut qu'elle soit rapide. Et Ramon y Caral, il propose cette explication à la décussation. C'est-à-dire que le traitement de l'information visuelle, lui ayant croisé également la ligne médiane, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais maintenant vous le savez, le champ visuel droit est surtout interprété dans l'hémisphère gauche et vice-versa. Donc du coup, si l'information droite du champ visuel droit arrive euh, sur, euh, sur un danger, enfin qu'une information de danger arrive, il est intéressant que ça soit également la partie gauche du cerveau qui commande la fuite. Alors pourquoi la partie gauche? les, euh, les diapositives d'après vont vous l'expliquer. Ça, c'est une diapositive qui continue donc dans le sens, et puis je l'aime bien puisque elle nous met à côté d'un poisson qu'on appelle le coélacanthe, le sélacanthe. Et puis à côté, il y a la truite. Alors qu'est-ce qui nous différencie de la truite et qui nous rapproche de ce poisson bleu? C'est la présence de membres charnus. C'est vrai que la truite, elle a des nageoires. Et puis ce poisson-là, le sélacanthe, il a des membres, des bourgeons de membres. Il fait partie de la même famille, les sarcoptérygiens. Euh, cette propriété-là a induit la décussation. Je m'explique. Lorsque on est une truite, qu'on navigue tranquillement dans notre rivière et qu'un danger survient par la droite, il va falloir partir à gauche. Et pour ce faire, il va falloir contracter. Imaginez-vous être une truite, il va falloir que vous contractiez votre corps à gauche, que vous tordiez vers la gauche, qui est un mouvement de contraction de tout le corps vers la gauche pour ensuite fuir rapidement. Ça, c'est assez simple à comprendre. Et ce mouvement-là, il est
sous la commande de voies qui ne décusent pas, puisqu'il est comment dire, axial. C'est les voies réticulospinales, les voies vestibulospinales, peu importe. En revanche, lorsque l'on est une grenouille, il va y avoir deux composantes. Si le danger arrive de la droite, il va falloir aussi contracter à gauche. C'est pas de souci sur la partie thoracique et abdominale, mais il va falloir aussi avec la patte de droite pousser un grand coup pour partir à gauche. Et c'est là que le jeu s'est fait. C'est-à-dire que cette patte de droite et cet hémicorps gauche ne doivent être relativement synchrones, en tout cas doivent être collaborer pour que le mouvement de fuite soit efficace. Tout ça en corrélation avec l'information visuelle. Et la nature a retenu le fait qu'il était plus simple de faire croiser la voie finale motrice, donc qui part du cerveau jusqu'à la jambe, pour faire court, sur la ligne médiane, et de ne pas garder la commande de droite à droite. Parce que il faudrait, le cas échéant, que l'information visuelle soit traitée à gauche, envoie un signal qui doit passer à droite pour les membres, et puis envoie un signal qui doit rester à gauche pour le thorax. Bon, c'est un petit peu compliqué. Probablement que plein d'essais ont été faits à ce niveau-là. La recherche et développement dans la nature, c'est quelque chose de très courant. Et puis, ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas, que c'était pas assez rapide, qu'ils se faisaient bouffer. Hein. Donc du coup, la voie qui a été retenue, c'est la voie, on met tout d'un côté, et le câble, on le tire sur 1 cm de plus, et il passe la ligne médiane au niveau du tronc cérébral. Assez simple au final. Mais c'est la raison de cette décussation. Alors c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a beaucoup moins de prédateurs qui nous font nous mettre en action ce genre de mécanisme rapide. Mais pour qu'on en arrive là, il a fallu un long écoulement des âges et pendant lesquels on a été sous le feu quand même relativement fréquemment. Donc c'est ça, hein, cette diapositive là, elle résume ça chez les vertébrés ultérieurs, donc après la truite. Pourvu de membres, le réflexe a mis en jeu les muscles distaux ipsilatéraux. Alors ipsilatéraux, ça veut dire du même côté. Donc du même côté que le danger, la patte de la grenouille sur laquelle elle s'appuie pour bondir dans la direction opposée au danger. Les voies motrices qui commandent ces muscles distaux ont dû décusser pour assurer la connexion avec les centres moteurs ou s'initier le réflexe de fuite impliquant les muscles axiaux. Prenez le temps, si c'est pas clair, de relire ça et de comprendre que l'information est plus facilement traitée dans la même région du cerveau, plus rapidement, que si elle doit traverser à chaque fois les hémisphères pour pouvoir être efficace. Et puis cette adaptation-là, c'était la petite boutade sur la recherche et développement de la nature. Darwin expliquait ça par le long écoulement des âges et il avait probablement bien raison. Alors, pourquoi un moineau Parce que les moineaux, comme beaucoup d'oiseaux, ont assez peu de cortex. Ils ont surtout ce qu'on appelle les noyaux gris centraux, donc ça on va le voir en détail un petit peu plus tard. Hein. Ces noyaux gris centraux, c'est des noyaux, des amas de substances grises, donc de corps cellulaires, qui prennent part également de manière importante, de manière même fondamentale, dans le mouvement, mais qui ne font pas partie de la voie pyramidale. C'est une voie alternative, enfin pas alternative, complémentaire, parce qu'on ne peut pas faire l'une ou l'autre, mais qui n'emprunte pas à aucun moment le premier, deuxième motoneurone. Et c'est pour ça que les voies qui impliquent les noyaux gris centraux, enfin les boucles qui impliquent les noyaux gris centraux, on appelle ça les voies extra-pyramidales. C'est pareil, hein, c'est du vocabulaire. Hein.
Alors pourquoi je dis ça? Parce que chez les mammifères, donc les primates en particulier, où la motricité volontaire implique majoritairement la voie pyramidale, la décussation serait le vestige phylogénétique de la prépondérance des voies extra-pyramidales chez les vertébrés primitifs. Effectivement, en l'absence de beaucoup de cortex et de décussation chez les vertébrés les plus primitifs, on a une prépondérance des voies extra-pyramidales avec des mouvements qui sont beaucoup plus stéréotypés, euh, d'où la raison du piaf. Regardez les oiseaux par chez vous qui sont en train de picorer les graines que vous avez oubliées sur votre balcon ou sur votre terrasse. Et puis vous verrez que les mouvements sont extrêmement stéréotypés, très peu variables, et qu'il y a une, une répétitibilité, si je peux parler comme ça, de leurs mouvements extrêmement importante. Bref, revenons à notre syndrome pyramidal. Donc maintenant, vous avez bien compris pas mal d'éléments déjà. Le premier, c'est qu'il s'agit d'un syndrome d'une atteinte centrale et non pas périphérique, donc au niveau du cerveau, du tronc cérébral ou de la moelle épinière. Qu'il y a un cortège de symptômes qui peut être soit contralatéral si la lésion du système pyramidal est faite au-dessus de la décussation, ou alors ipsilatérale du même côté lorsqu'elle est faite en dessous de la décussation. Vous avez compris aussi qu'il y avait à la fois des symptômes déficitaires avec des paralysies et des symptômes de spasticité qui sont la résultante de la libération de réflexes qui se retrouvent désinhibés par l'absence de voie inhibitrice, donc au-dessus. Alors, la faiblesse motrice, comment elle peut se... La paralysie, comment elle peut se présenter? Alors évidemment, selon l'endroit où il a lieu la lésion, la topographie est variable. On peut avoir une paralysie du bras, du petit doigt, de l'ensemble de l'hémicorps ou seulement du membre inférieur. Alors, on la cote, cette faiblesse motrice, en termes d'intensité, avec une cotation, je ne sais pas si vous la connaissez déjà, mais de 0 à 5. Euh, avec 0 qui est l'absence de tout mouvement, pardon, l'absence de toute contraction, et 5 qui est un mouvement normal, comme quelqu'un qui n'a pas de lésion. Et entre, on a tout le continuum de 1, 2, 3 et 4. Alors je vais quand même vous la dire, et puis c'est vrai que je ne l'ai pas notée, donc vous pouvez la mettre quelque part dans votre tête ou sur un bout de papier. Mais parce que c'est très pratique pour savoir de quoi on parle quand on dit il a une paralysie à 0 sur 5 ou il a une paralysie à 4 sur 5, on n'a pas les mêmes implications en termes de prise en charge, ça c'est très clair. Alors 0, comme je vous ai dit, c'est l'absence de contraction, il n'y a rien, il ne se passe rien. Il n'y a pas de mouvement évidemment, mais pas de contraction du tout. À 1, il y a une contraction qui peut se faire, mais qui n'arrive pas à faire de mouvement du tout. À 2, il y a un mouvement qui est possible, mais ce mouvement n'est possible que si il est aidé contre la gravité. À 3, le mouvement est possible seul contre la gravité, mais si on y oppose une résistance même minime, donc une main qui se pose sur le bras par exemple, qui essaie de se lever, le mouvement s'arrête. Vous voyez que c'est quand même une faiblesse importante. À 4, on a un mouvement contre la gravité qui se fait, une contraction, un mouvement contre la gravité qui se fait de manière autonome. Et puis, on peut avoir une résistance un peu plus importante. Et cette résistance est vaincue. Alors, c'est presque normal.
Sauf qu'il y a quand même une faiblesse, hein, c'est pas comme si c'était normal. Euh, 5, là, on a tous les éléments de contraction, mouvement, contre-gravité, contre-résistance et avec la pleine puissance que la personne peut avoir d'habitude. Donc à 5, il n'y a pas de déficit. Donc gardez cette échelle en tête, elle est assez simple et elle permet de bien décrire les symptômes des patients. Et donc, ces faiblesses motrices ont un retentissement sur les activités de la personne, comme marcher, courir, monter l'escalier, se relever d'une chaise, écrire ou se servir d'une manette de PlayStation. Il y a tout ça qui peut être abîmé, enfin en tout cas contraint. On a aussi un élément qui est assez typique et qu'il est important de connaître et de retenir, c'est la claudication motrice intermittente. Donc le fait de claudiquer, c'est le fait de boiter, hein, si vous voulez, d'avoir des difficultés à la marche. Donc la claudication motrice intermittente, c'est une faiblesse motrice qui est indolore, elle ne fait pas mal, d'un ou des deux membres inférieurs et intermittente qui survient après un temps de marche. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fatigabilité du système nerveux qui, à un moment, n'est plus capable d'assurer la marche de manière normale. Il y a une faiblesse qui apparaît d'un ou des deux membres inférieurs. C'est souvent le cas sur les pathologies qu'on appelle les canals lombaires étroits, où les fibres pyramidales sont comprimées dans le canal lombaire et n'arrivent pas à fonctionner de manière normale lorsque elles sont sollicitées de manière répétitive par la marche. Les sensations de contracture et ou de raideur, là on arrive sur la spasticité. On en rediscutera, hein, attention, dans quelques minutes. Et on a aussi d'autres types de troubles moteurs, qui sont les troubles de la phonation et de la déglutition, et ça qui surviennent en cas d'atteinte plutôt bilatérale. Alors, phonation, déglutition, effectivement, tout ça, ça nécessite une musculature volontaire, puisque, a priori, vous contrôlez la façon dont vous parlez et vous contrôlez la façon de déglutir. Alors, la déglutition, c'est un petit peu particulier puisque c'est un déclenchement volontaire et la suite est automatique. Pardon. Mais il y a néanmoins ce déclenchement volontaire qui fait que la voie pyramidale est sollicitée pour la déglutition. Et donc, comme il n'y a pas de côté, puisque c'est très médian, la déglutition, on n'a pas une déglutition droite, une déglutition gauche, comme on n'a pas une phonation droite, une phonation gauche, quoique tout se discute, puisque les cordes vocales, il y en a quand même deux, puisque le voile du palais, il y en a quand même les deux côtés. Mais en tout cas, ces troubles-là surviennent souvent lorsqu'il y a une atteinte bilatérale. Et on le verra un petit peu plus tard, à la fin, dans ce qu'on appelle le syndrome pseudo-bulbaire. Commencez à garder ce mot en tête, ça va vous servir dans peu de temps. Au-delà de ces troubles moteurs, donc de faiblesse motrice d'un membre, de claudication motrice intermittente, de troubles de la phonation de la déglutition, au-delà des sensations de raideur et de contracture qui sont liées à la spasticité, on peut avoir aussi une vessie spastique avec des mictions impérieuses. Qu'est-ce que c'est qu'une miction impérieuse? Parce que moi je parle ça comme si c'était quelque chose qui était connu de tous, mais je ne sais pas. Miction impérieuse, c'est le fait d'avoir envie d'aller aux toilettes pour uriner tout de suite maintenant. Maintenant, tout de suite. Pas dans 3 secondes, pas dans 5 minutes. Souvent ça se concrétise par des fuites urinaires. Et ça traduit là une spasticité de la vessie qui, vous voyez, peut se contracter comme ça et envoyer une miction impérieuse, une sensation de miction impérieuse. Le mot impérieux aujourd'hui il est bien connu, hein, c'est le motif impérieux. Alors vous voyez que avant on l'utilisait plus facilement pour la miction,
Maintenant, il faut un motif impérieux pour pouvoir sortir de chez soi, quasiment. Euh, c'est un motif pyramidal. On pourrait dire ça comme ça. Blague de neurologue, excusez-moi. En cas de lésion aiguë et étendue, euh, prenons le cas typique d'un accident vasculaire cérébral important, le déficit peut être massif. Quand je dis massif, c'est qu'il peut être à la fois euh, très intense et sur beaucoup de régions, si vous voulez, c'est-à-dire le bras, la jambe, le visage, par exemple. Peut concerner toute la musculature, alors de topographie toujours variable selon la localisation de la lésion. Hémicorps, donc là on parle d'hémiplégie ou hémiparésie. Les deux membres inférieurs, là on parle de paraplégie ou de paraparésie, et puis plus rarement d'un seul membre, et là on parle de monoplégie, monoparésie. Alors c'est pareil, c'est quelque chose que je n'ai pas noté, mais je vais faire une petite précision de vocabulaire, parce que il faut savoir ce qu'on dit lorsqu'on dit plégie ou ce qu'on dit parésie. La plégie, c'est, si je reprends la cotation tout à l'heure de la force musculaire, c'est zéro. C'est quand on n'a pas de contraction, on est plégique. Il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de contraction, il y a une paralysie complète, totale. La parésie, eh bien, c'est à partir de 1, si vous voulez, de 1 à 4. On peut avoir une contraction, on peut avoir un mouvement, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Donc quand on parle d'hémiplégie, on parle bien d'une paralysie complète de l'hémicorps. Et alors, ça aussi c'est assez important à comprendre pour discuter, c'est que hémicorps, on dit un hémicorps, c'est pas le haut ou le bas, lorsqu'on parle de ça, hein, c'est plutôt droite ou gauche. C'est-à-dire qu'une paralysie des deux membres inférieurs, c'est pas une hémiparalysie, c'est une para. Lorsqu'on a une atteinte complètement, enfin quand on a une atteinte d'un hémicorps droit, par exemple, enfin latéralisé, là on va parler d'hémiplégie, hémiparésie, gauche ou droite. Donc faites bien cette différence entre parésie et plégie et entre hémi et para. C'est une convention de vocabulaire, hein, puisque la paraplégie est une hémiplégie, on est bien d'accord. Mais il faut qu'on s'accorde sur ce qu'on dit, et donc on a choisi de dire une hémiplégie, c'est droite ou gauche, et une para, c'est plutôt le bas. Et on ne dit pas tellement paraplégie pour les deux membres supérieurs, parce que c'est assez rare que ça soit isolé. C'est-à-dire que quand on a une atteinte des deux membres supérieurs, en général on a d'autres atteintes, probablement des membres inférieurs, et alors là on part sur ce qu'on appelle la tétraparalysie, enfin tétraplégie, tétraparésie. Exercice pour vous. Maintenant que vous avez les notions d'émis, de para, de mono, et puis de décussation des voies pyramidales, vous allez réfléchir tout seul en mettant pause sur la vidéo. Quelles sont les localisations possibles d'atteinte du système nerveux central qui peuvent donner une hémiplégie, une paraplégie et une monoplégie. Allez-y, mettez pause. Et lorsque vous avez trouvé ou au moins commencé à trouver des éléments de réponse, vous pouvez remettre lecture et je vais vous donner des réponses. Voilà, la lecture est remise. Sur la localisation d'atteinte pour une hémiplégie. Donc hémi, c'est tout un hémicorps, l'hémicorps droit, prenons par exemple. Si vous reprenez le schéma de la première page, enfin de la deuxième ou de la troisième, là je ne sais plus, on y va. Celle-ci. On peut avoir une lésion qui se trouve dans toute cette région-là, avant la décussation, ou après, sur une hémimoelle. Donc vous voyez qu'il peut y avoir beaucoup d'endroits qui donnent une hémiplégie.
Typiquement, quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des personnes qui sont atteintes d'une hémiplégie ont une atteinte encéphalique alors soit directement du cortex, soit de la voie de passage. C'est ça qui se passe en pratique. Donc retenez ça. Hémiplégie plutôt hémisphère cérébral. C'est facile. Il y a ce moyen mémotechnique, hémiplégie, hémisphère cérébral. La paraplégie est plutôt une atteinte médulaire. Pourquoi? Parce que la moelle épinière, alors là, c'est complètement disproportionné, hein, la taille de la moelle épinière par rapport au cerveau. Moelle épinière, c'est beaucoup plus fin. Je vous montrerai des photos, j'ai des photos de moelle épinière quelque part. Des vrais, hein. J'en mettrai la prochaine fois. C'est beaucoup plus fin et en général quand on a une atteinte médulaire, il est plus difficile de faire une différence droite-gauche. C'est souvent les deux côtés qui sont touchés. Et donc la paraplégie, c'est typiquement une atteinte de la moelle épinière basse, de la moelle épinière lombaire. Pourquoi? Parce que au-dessus, il y a les voies qui s'occupent des membres supérieurs qui sont déjà sortis de la moelle épinière. Vous vous rappelez, hein, de cette topographie descendante là. Alors ça marche très bien pour les dermatomes là, les voies de sensibilité. Rappelez-vous de ça, hein, la somatotopie de la sensibilité où on descend le long de la moelle épinière et puis on a des bandes de sensibilité qui correspondent au niveau de sortie de la moelle épinière. Et ben, c'est pareil pour le moteur. Il y a cette gradation, cette somatotopie. En haut vont sortir ce qui va en direction de ce qui est en haut, donc des membres supérieurs, et en bas, ce qui va en direction des membres inférieurs. Donc lorsque l'on a une paraplégie, on est plutôt sur une atteinte basse, moelle lombaire. Lorsque on a une atteinte de type tétraplégie, on est plus sur une atteinte haute, plutôt cervicale. Et pourquoi il est plus difficile d'avoir une paraplégie supérieure, si on veut dire, enfin une paralysie des deux membres supérieurs sans avoir de paralysie des deux membres inférieurs? Parce que justement, lorsqu'il y a des lésions qui touchent la voie pyramidale au niveau de la moelle cervicale, il y a bien sûr les membres supérieurs qui sont touchés, mais les fibres qui sont à destinée inférieure, qui doivent normalement descendre encore le long de la moelle épinière pour aller innerver les membres inférieurs, pour faire court, sont également interrompues, abîmées, et l'information ne peut pas passer. Bon, j'espère que c'est à peu près clair. C'est quelque chose qu'il faut avoir bien en tête. Donc, encore une fois, prenez votre temps. C'est plutôt bien d'avoir une vidéo pour faire ça. Vous pouvez revenir en arrière, comprendre, prenez un bouquin, il y en a plein. Prenez un site internet, il y en a plein aussi. D'ailleurs, je vais vous en montrer un petit peu plus tard qui explique bien beaucoup de choses. Ah ben voilà, je retourne sur cette même diapositive. C'était pas la peine de remonter en haut, j'ai été plus prévoyant que ça. Et bien justement, en parlant de site internet et de vidéos, enfin je n'ai pas encore parlé de vidéos, mais en parlant de site internet qui explique bien les choses, je vais vous en montrer un donc où il y a plein de vidéos. C'est le site du Collège national des enseignants de neurologie, tout simplement. Si vous cliquez ici, là où c'est marqué ici, vous allez avoir un lien vers une vidéo d'une dame qui a une hémiplégie et qui est testée par un médecin.